Bonsoir à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver cet après-midi pour faire le tour de l'actualité internationale. Au sommaire de ce journal, en Guinée-Bissau, les électeurs sont appelés à se prononcer le 30 août prochain sur un nouveau texte qui pourrait renforcer les pouvoirs présidentiels. Au Tchad, l'armée dénonce une nouvelle violation de son territoire après des bombardements attribués aux belligérants du conflit soudanais. Et puis en Afghanistan, 1 million d'enfants sont menacés de mort par la malnutrition selon une alerte lancée par l'UNICEF. Rebonsoir mesdames et messieurs, les électeurs de Guinée-Bissau sont appelés aux urnes le 30 août prochain pour se prononcer sur un nouveau texte constitutionnel proposé par les autorités militaires arrivées au pouvoir après le coup d'État de novembre dernier. Ce référendum pourrait ouvrir la voie à un renforcement des pouvoirs du président. Un scrutin très attendu dans un pays régulièrement confronté à l'instabilité politique. La Guinée-Bissau se prépare à un référendum constitutionnel aux enjeux majeurs. Le 30 août, les électeurs sont appelés à se prononcer sur une nouvelle constitution, portée par les autorités militaires au pouvoir depuis le coup d'État de novembre dernier. Le texte prévoit un renforcement considérable des pouvoirs présidentiels. Le chef de l'État pourrait désormais nommer et révoquer le Premier ministre et son gouvernement, créer ou supprimer des ministères, présider le Conseil des ministres et dissoudre le Parlement en cas de crise politique. La réforme prévoit également une réduction du nombre de députés de 102 à 65, ainsi qu'une diminution des circonscriptions électorales de 29 à 12. Pour certains observateurs, ces changements risquent de fragiliser le poids des partis politiques et de concentrer davantage de pouvoir entre les mains du président. Le référendum intervient avant les élections générales prévues en décembre, dans un pays marqué par une longue instabilité politique et plusieurs coups d'État depuis son indépendance. Le conflit au Soudan continue de déborder sur le territoire tchadien. L'armée tchadienne affirme que des aéronefs et des drones liés aux belligérants soudanais ont poursuivi et bombardé une colonne de véhicules jusque sur son territoire. N'Djamena dénonce une nouvelle violation de son espace territorial dans un contexte de forte tension liée au conflit chez son voisin soudanais. Reportage à suivre. Dans le commandement militaire, les bombardements ont été signalés jeudi 20 août vers 20h aux abords de la frontière tchado-soudanaise. Des vérifications menées vendredi à l'aide de moyens aériens et terrestres ont permis d'établir que des aéronefs et des drones attribués aux forces armées soudanaises et à leur soutien ont poursuivi et bombardé une colonne de véhicules depuis le Soudan jusque dans le territoire tchadien. La poursuite s'est prolongée sur plus d'une centaine de kilomètres, notamment dans le département de Mordi. Aucune victime tchadienne n'a été signalée. L'état-major condamne avec force cette nouvelle violation de l'intégrité territoriale du Tchad et met en garde les parties au conflit soudanais contre toute extension des hostilités au-delà de la frontière. Il s'agit de la 4e violation du territoire national liée au conflit soudanais depuis le début de l'année. Une situation particulièrement sensible le long des quelques 1400 km de frontière entre le Tchad et le Soudan. Le directeur de la CIA, John Ratcliffe, serait en visite à Moscou. Selon les médias américains CBS et Axios, le patron de l'agence de renforcement américaine serait venu transmettre un message aux autorités russes, une information qui n'a toutefois été officiellement confirmée ni par le gouvernement américain ni par le Kremlin. Cette visite intervient dans un contexte de relations toujours tendues entre Washington et Moscou. La Maison-Blanche n'a pas encore communiqué sur ce déplacement, mais on a de plus en plus d'informations, notamment via les médias américains. Alors, selon le Wall Street Journal, eh bien, les États-Unis ont obtenu des renseignements qui montrent que la Russie se préparait pour une possible mobilisation militaire en Ukraine. Donc, le directeur de la CIA est certainement venu faire passer un message aux Russes en leur disant « on sait ce que vous préparez et vous ferez bien de ne pas le faire ». Toujours selon
Selon le Wall Street Journal, le directeur de la CIA tente aussi peut-être d'empêcher la Russie de déstabiliser, de tester la stabilité de l'OTAN. Il y a de plus en plus d'informations selon le renseignement américain qui indiquent une possible escalade russe en Europe. Et puis évidemment, on imagine également que l'Iran faisait partie des discussions. En tout cas, on sent un certain sens d'urgence de la part de l'administration Trump, puisque c'est très rare qu'un directeur de la CIA fasse un tel déplacement. La dernière fois qu'un directeur de la CIA s'est rendu à Moscou, c'était Bill Burns en 2021 lorsqu'il a tenté d'empêcher la Russie d'envahir. La police israélienne a entamé mardi l'évacuation d'un centre de formation professionnelle situé à Jérusalem-Est et géré par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, l'UNRWA. Cette opération constitue une nouvelle action contre l'organisation onusienne dont les activités sont de plus en plus contestées par les autorités israéliennes. Suivons ensemble. Des militaires lourdement armés et des employés expulsés de force du bâtiment. Mardi matin, les forces israéliennes ont mené un raid sur ce centre de formation de l'ONU à Jérusalem-Est occupé. Présent lors de l'opération, le ministre israélien de la Sécurité nationale issu de l'extrême droite a publié sur les réseaux sociaux cette photo, affirmant que cet établissement géré par l'UNRWA, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens, était désormais entre leurs mains. Selon le ministère israélien des Affaires étrangères, des travaux de rénovation ont débuté pour créer un nouveau complexe éducatif et communautaire. Le centre et l'école sont destinés à servir des milliers de résidents arabes de ce quartier. L'UNRWA, qui ne détient aucun droit de propriété sur cet établissement, a tenté d'entraver l'ouverture de cette école. Fondé en 1952, le centre propose une formation professionnelle à environ 340 Palestiniens chaque année. L'UNRWA a condamné cette incursion. Elle survient dans un contexte de recrudescence des violences commises par des colons israéliens en Cisjordanie occupée. Comme sur ces images qui montrent une altercation mardi entre des colons et des militants. Ils donnaient des coups de pied, ils m'ont frappé très violemment à la jambe. Certains de nos bénévoles ont reçu du gaz au poivre dans les yeux et ont été blessés par des jets de pierre. Des journalistes de l'AFP couvrant les tensions en Cisjordanie occupée ont aussi été pris à partie par des colons. Autre image violente, celle de ce député israélien d'extrême droite détruisant à coups de masse un mémorial palestinien à Madama alors qu'il était en visite sous escorte militaire. En parallèle, Israël étend ses colonies illégales à travers la Cisjordanie occupée et poursuit ses frappes aériennes sur Gaza malgré le cessez-le-feu conclu en octobre dernier. La crise nutritionnelle s'aggrave en Afghanistan. Selon l'UNICEF, 3,7 millions d'enfants souffrent de dénutrition aiguë dans le pays. Parmi eux, 1 million sont atteints d'une forme sévère de malnutrition qui met directement leur vie en danger. L'agence onusienne tire la sonnette d'alarme face à l'ampleur de cette crise humanitaire. En Afghanistan, 3,7 millions d'enfants souffrent de malnutrition, dont 1 million d'enfants de malnutrition aiguë sévère, alerte l'UNICEF. Près de 40% des enfants admis à l'hôpital pour une émaciation sévère accompagnée de complications médicales sont des nourrissons de moins de 6 mois. Par ailleurs, les enfants de moins de 2 ans représentent plus de 80% des cas de malnutrition aiguë sévère en Afghanistan. Sans traitement ni intervention rapide, ces enfants risquent de mourir, avertit Tajuddin Oyewale, représentant de l'UNICEF en Afghanistan, alors que le pays fait face à une crise alimentaire de plus en plus sévère. L'Afghanistan traverse depuis plusieurs années une profonde crise humanitaire, aggravée par des décennies de conflits, l'effondrement économique qui a suivi le retour au pouvoir des talibans en 2021 et la baisse de l'aide internationale. Et puis une avant-dernière actualité pour boucler ce journal. En Syrie, les forces démocratiques syriennes dominées par les Kurdes vont être dissoutes. Le chef Mazloum Abdi a annoncé mardi soir cette décision conformément à un accord conclu avec le président Ahmad al-Chareh dans le cadre du processus de réunification du pays. Ces forces avaient notamment joué un rôle majeur dans la lutte contre le groupe État islamique. Ils déposent les armes sur ordre de leur chef, Mazloum Abdi, à la tête des forces démocratiques syriennes,
a fait son annonce historique depuis le palais présidentiel. À la suite de l'accord conclu avec le président Al-Shara et de l'achèvement de l'intégration de nos forces au sein des unités de l'armée syrienne, nous annonçons aujourd'hui la fin de la mission des forces démocratiques syriennes et déclarons en toute responsabilité leur dissolution en tant que force militaire indépendante. Depuis des mois, le chef des FDS et le président Ahmed Al-Shara négociaient les conditions de cet accord qui prévoit de dissoudre l'administration autonome kurde, ses structures militaires et civiles. Avec ces mesures, le chef des FDS veut croire à une nouvelle Syrie dans laquelle les Kurdes seront intégrés pleinement dans l'appareil de l'État. C'était le serment fait par le président Al-Shara lors de son accession au pouvoir après avoir renversé Bachar al-Assad. Mais plusieurs épisodes d'affrontements armés avaient émaillé cette promesse et coûté la vie à plus de 100 personnes. Les FDS, longtemps les principaux alliés de Washington dans la lutte contre l'organisation État islamique, avaient ensuite assisté au rapprochement de la Maison-Blanche avec les nouvelles autorités de Damas. L'envoyé spécial américain pour la Syrie a salué l'annonce de cette dissolution, qualifiée d'avancée positive. Voilà à quoi ressemble une véritable intégration. Pas de gagnants ni de perdants, mais d'anciens adversaires au point de vue divergents, élaborant une solution diplomatique pour renforcer la souveraineté de la Syrie. Une armée, un gouvernement, un État. Les ennemis d'hier vont maintenant faire front commun. Les quelques 70 000 combattants des forces démocratiques sont intégrés au rang de l'armée syrienne. Les Kurdes ont obtenu de leur côté la reconnaissance de leur langue dans l'éducation et des postes à responsabilité au sein du gouvernement. Des questions restent cependant en suspens, comme une inclusion des forces féminines kurdes à laquelle s'opposent de nombreux conservateurs. Et puis nous terminons par cette actualité. En Haïti, environ 40 personnes ont été tuées dans la nuit de dimanche à lundi lors d'une attaque menée par des gangs armés à Kenskov, une commune située dans les hauteurs de Port-au-Prince. Cette nouvelle attaque illustre une fois encore la violence persistante des groupes armés qui continuent de semer la terreur dans plusieurs zones du pays. Elle crie sa douleur et sa détresse. Cette femme vient de découvrir le corps de l'un de ses proches, tué dans une attaque de gang. Nous vivons dans l'humiliation. Ils n'ont rien pour nous. Ils ne font rien, absolument rien pour nous. Le sang de la population continue de couler à Kenskov. Des dépouilles jonchaient encore les rues de cette commune rurale nichée dans les collines au sud de Port-au-Prince, plusieurs heures après l'attaque, survenue dans la nuit de dimanche à lundi. Lorsque j'ai entendu des coups de feu, j'étais chez moi et j'ai dit aux gens « Réveillez-vous, j'entends des tirs, il faut partir vite ». Tout le monde a écouté et est sorti. Une fois arrivé dans un endroit sûr, j'ai vérifié si tout le monde était en sécurité. Je n'ai pas retrouvé mon frère. Le bilan, toujours provisoire de la mairie, fait état d'au moins 40 morts. Plusieurs personnes ont aussi été enlevées dans ce nouvel assaut qui plonge la population dans le désespoir et la colère. Les habitants de Kenskov souffrent et c'est la faute du gouvernement. Le gouvernement sait pertinemment ce que les gangs font. Il sait qu'ils nous font souffrir. Si seulement nous avions une bonne police, ils auraient posté un véhicule blindé ici et ce qui s'est passé aurait été évité. Les gangs contrôlent environ 70% de Port-au-Prince et cherchent à étendre leur emprise. Une force de répression soutenue par l'ONU est en cours de constitution. Ce nouveau massacre intervient à quelques mois d'élections générales, les premières depuis 10 ans en Haïti. Le premier tour, initialement prévu le 30 août, avait été reporté au 13 décembre. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de m'avoir suivi et belle suite de programme à tous.